Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Anne Costa, je suis architecte. J'ai été architecte pendant une quinzaine d'années à mon compte et depuis maintenant presque 4 ans, je suis la collègue de Charles. Donc, je travaille chez HomeGrid comme conseillère. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite conférence sur l'isolation d'une toiture inclinée et je vais aborder différents sujets. Donc d'abord, je vais commencer par une petite introduction. Ensuite, je vous expliquerai de quoi est composée une toiture inclinée isolée. Je vous expliquerai aussi comment isoler une toiture inclinée. Et puis, j'aborderai brièvement quelques thématiques qui sont liées à l'isolation d'une toiture. Et je terminerai par une conclusion. Alors, je dois juste faire un petit truc technique parce que j'ai la tête de mon collègue en plein milieu de ma présentation. Voilà, Charles, je te mets un peu sur le côté. Voilà, j'espère que vous m'entendez tous bien et que vous voyez bien l'écran parce que c'est un exercice toujours un peu compliqué de faire un webinaire sans voir son public. Alors, en termes d'introduction, donc Je on a confirme qu'on constaté. te voit et qu'on t'entend. OK, super. Donc en région bruxelloise, on a constaté qu'on perdait le plus de chaleur par les toitures, donc qu'elles soient inclinées ou qu'elles soient plates. Et ensuite, c'est par les murs et les vitrages et puis par le sol. Mais donc, il est prioritaire de d'abord penser, dans la majorité des cas, de d'abord isoler sa toiture avant de faire les autres travaux. Et aujourd'hui, je ne vais aborder que le cas de l'isolation de toiture inclinée et donc pas les toitures plates. Si vous avez un grenier et que ce grenier reste un grenier, donc ça ne devient pas une chambre ou une autre pièce habitable, là, il est souvent préférable de, alors j'espère que vous voyez ma petite souris, de n'isoler que le plancher de grenier. Ce sera beaucoup plus économique et beaucoup plus facile à faire aussi. Et donc, soit on peut avoir une situation comme celle-ci où on a un espace tout à fait sous plafond plat, ou bien ça arrive souvent aussi où les chambres, par exemple, se trouvent à moitié sous une partie inclinée et pour l'autre moitié sous une partie plate. Donc, on va isoler la partie inclinée de la toiture et puis le plancher de grenier. Il y a deux manières d'isoler les toitures. Donc, soit on isole par l'intérieur, soit on isole par l'extérieur. C'est ce que je vais vous expliquer. L'isolation par l'intérieur, on va avoir de l'isolant entre les éléments de structure du bâtiment. Et l'isolation par l'extérieur, on va venir mettre l'isolant par-dessus la structure. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents éléments qui composent une toiture inclinée isolée. Il y a surtout 3 éléments importants. C'est à partir du moment où on place un isolant thermique, on doit avoir du côté extérieur une sous-toiture qui va protéger l'isolant thermique. Je vais vous expliquer après comment. Et du côté intérieur, on va avoir un pare-vapeur. Donc ça, c'est vraiment 3 éléments qu'on va retrouver, qu'on isole par l'intérieur ou qu'on isole par l'extérieur. Et puis, je vais vous présenter les autres éléments qui sont la finition intérieure, la structure et la couverture de toiture. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que quand on place un isolant thermique, donc d'un côté, on a la sous-toiture, de l'autre côté, le pare-vapeur, il faut absolument que ces deux membranes soient placées contre l'isolant thermique et que donc il n'y ait pas de lame d'air et non plus qu'il n'y ait pas de poche d'air. Et alors, un autre élément qui est important à retenir, c'est que la composition de parois, donc de toiture, doit être de plus en plus perméable à la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, en d'autres termes, il faut que la vapeur d'eau qui se trouve à l'intérieur du bâtiment puisse sortir vers l'extérieur du bâtiment. La structure de la toiture, donc dans une maison typiquement bruxelloise, entre mitoyens, je dirais, on a des poutres principales qu'on appelle des pannes. Alors, je vous montre avec ma petite flèche. Ici en dessous, on a ce qu'on appelle la panne sablière, puis on a une ou plusieurs pannes intermédiaires et tout au-dessus, on a la panne faîtière. Et perpendiculaire à ces poutres principales, on a des petites poutres qu'on appelle des chevrons et qui, eux, sont placés environ tous les 60 centimètres. Et ces chevrons font généralement 9 centimètres d'épaisseur. La couverture de toiture, donc quand on est dans une situation comme celle-ci, où on est donc dans un grenier, on voit directement les tuiles et elles sont placées sur un latage. À partir du moment où on va isoler, on va mettre une sous-toiture, on doit d'abord mettre un contre-latage. Donc on a un contre-latage vertical, puis un latage horizontal, et là-dessus on accroche, ici c'est des tuiles en béton, mais donc ça peut être des tuiles de terre cuite ou des ardoises, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent à Bruxelles.
La sous-toiture, donc comme je l'ai déjà dit, c'est un élément qui est vraiment très, très important et c'est en fait un élément qui va assurer l'étanchéité à la pluie, au vent et aux poussières. Donc, ça doit vraiment être imperméable à l'eau, donc c'est fait pour que l'eau de pluie ne rentre pas dans le bâtiment. Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est que cette sous-toiture doit être perméable à la vapeur d'eau. Et donc en fait, ce que vous devez enfin, a priori, c'est l'entrepreneur qui doit s'assurer que cette, sous-toiture va être bien perméable à la vapeur d'eau et celles qu'on place aujourd'hui le sont souvent. Mais on peut toujours vérifier dans la fiche technique la valeur MUD ou SD et pour qu'elle soit suffisamment perméable à la vapeur d'eau, il faut que cette valeur soit inférieure à 0,5 mètres. Et alors, il faut faire attention aux anciennes sous-toitures. Alors, quand je dis anciennes, c'est difficile de dater, mais les anciennes sous-toitures ne sont souvent pas perméables à la vapeur d'eau. On va y revenir un peu plus tard. La sous-toiture se présente sous deux formes, soit c'est une membrane souple, comme on voit sur la photo ici en haut à droite, soit c'est sous forme de panneau rigide, en fibre de bois ou en fibrociment. L'isolant thermique, lui, se présente sous différentes formes. Donc, soit ce sont des panneaux rigides, soit des matelas souples ou semi-rigides, ou encore on peut avoir de l'isolant sous forme en vrac. Et alors, les origines sont différentes. Donc, on peut avoir des isolants d'origine végétale ou animale, mais principalement végétale. Donc, ça, c'est tout ce qui est laine de bois, laine de lin, de chanvre, la cellulose, le textile, le liège, ce genre d'isolants-là. On a des isolants d'origine minérale, pardon, que vous connaissez peut-être mieux. Donc, ça, c'est la laine de roche, la laine de verre. Et alors, on a des isolants d'origine synthétique. Donc, ça, c'est issu de la pétrochimie. Ça, c'est tout ce qui est polystyrène, polyuréthane, polyisocyanurate, etc. Alors, la question que vous vous posez probablement, c'est de savoir quelle est l'épaisseur d'isolant à prévoir. Alors, il y a une petite formule qui dit ici que la résistance thermique est équivalente à l'épaisseur de l'isolant exprimée en mètres divisé par la valeur lambda de l'isolant. La valeur lambda, c'est le coefficient de conductivité thermique et qui est propre à chaque matériau et aussi à chaque marque. Ce que vous devez retenir, c'est qu'à Bruxelles, on exige une valeur R de minimum 4 mètres carrés Kelvin par watt. Et donc, pour atteindre cette valeur R, connaissant la valeur lambda du matériau, on va pouvoir déterminer l'épaisseur. Je vous donne un exemple. Je choisis d'isoler ma toiture avec de la laine de bois. Je regarde sur la fiche technique du matériau quelle est la valeur lambda. Sachant que le R doit être de minimum 4 et connaissant la valeur lambda, je fais un petit calcul et je vois que je dois avoir une épaisseur minimale de 16 cm. Alors nous, on conseille toujours de faire mieux que l'exigence minimale d'un R de 4 si c'est techniquement possible. Et pour vous donner un ordre d'idée, si on veut s'approcher des standards passifs, dans l'exemple de la laine de bois, on va avoir une épaisseur de plus ou moins 28 cm. En dessous de l'isolant, on va donc avoir le pare-vapeur. Ça, c'est un élément qui va limiter la migration de vapeur d'eau et elle va aussi permettre d'assurer l'étanchéité à l'air. Et donc, le pare-vapeur va se présenter sous différentes formes. Soit on a une feuille synthétique, donc c'est une feuille plastique, on va dire. Soit ça peut être du papier renforcé, ou encore ça peut être comme ici des panneaux qui sont suffisamment étanches à l'air, donc comme des panneaux OSB. Alors, il existe aussi sur le marché ce qu'on appelle des frênes vapeur hygrovariables. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment cette membrane fonctionne, mais ça, c'est plutôt utilisé, enfin, c'est surtout utilisé quand on met en œuvre des isolants naturels, donc dits biosourcés. Et alors, pour vérifier l'étanchéité à l'air de la pièce ou du bâtiment, donc pour voir que le pare-vapeur ait été bien mis en œuvre et qu'il n'y ait pas de fuite d'air, on peut procéder à un test qu'on appelle blower door test. Donc, c'est un test de pressurisation où on va mettre le bâtiment ou le local en dépression ou en surpression et ça va permettre d'identifier les fuites d'air et donc de pouvoir y remédier en remettant des autocollants là où nécessaire. Et puis, on a la finition intérieure. Donc, on va, dans le cas où on isole par l'intérieur, on va mettre un lattage et puis fixer des panneaux de finition. Dans le cas où on isole par l'extérieur, on peut éventuellement fixer directement les panneaux sur les chevrons. Maintenant, je vais vous expliquer comment on isole une toiture inclinée.
Comme je vous l'ai déjà dit, on peut soit l'isoler par l'intérieur, soit l'isoler par l'extérieur. Et donc, je vais vous présenter les deux méthodes. Donc, pour chaque méthode, je vais vous présenter quelques éléments de mise en œuvre, des points d'attention pour éviter les ponts thermiques et alors l'une ou l'autre alternative. Donc ici, on a un schéma qui représente la composition d'une toiture isolée par l'intérieur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va mettre l'isolant entre les éléments de structure. Et puis côté extérieur, on va mettre la sous-toiture, le contre-latage, le latage et la couverture de toiture. Ici, on a mis un exemple avec des tuiles. Et côté intérieur, on va avoir le pare-vapeur, le latage et la finition intérieure. Je vais vous expliquer comment on met en œuvre l'isolant dans la structure. D'abord, je vais vous parler des avantages et inconvénients. Donc, l'avantage d'isoler par l'intérieur, c'est que si on a une couverture de toiture qui est en bon état, on peut la maintenir. Et donc, ça veut dire que les travaux sont moins chers. Un autre gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de modification de l'aspect architectural extérieur. Si on veut construire soi-même, c'est possible. Le fait que vous allez voir, on va plutôt utiliser des isolants qui sont sous forme souple ou semi-rigide. Ça veut dire qu'on a un large choix de types d'isolants. Donc, des isolants biosourcés principalement, ce que nous recommandons. Et alors, le fait aussi d'avoir un isolant souple ou semi-rigide permet d'avoir des bonnes performances acoustiques. J'y reviendrai plus tard. Et comme on isole par l'intérieur et qu'on ne modifie pas le volume du bâtiment, il n'y a pas de demande de permis d'urbanisme. En termes d'inconvénients, on perd du volume intérieur parce que comme on doit isoler sur une certaine épaisseur, dans certains cas, on va perdre pas mal de volume et ça pourrait être problématique. S'il y a déjà une finition intérieure, il faut la démonter pour pouvoir mettre l'isolant. Et si jamais il n'y a pas de sous-toiture ou qu'on doit remplacer la sous-toiture, ça demande aussi de refaire toute la toiture. Il faut enlever la couverture et le latage. Je suis désolée, je perds chaque fois ma souris. Voilà. Donc, au niveau de la mise en œuvre, il y a quelques travaux préparatoires à faire. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais donc il faut vérifier l'état de la couverture, vérifier la stabilité de la structure. S'il y a un besoin de traiter le bois, on le fait, donc contre les champignons, contre les moisissures ou contre les insectes. S'il y a eu une fuite dans la toiture, il faut d'abord s'assurer que la structure soit bien sèche avant de mettre l'isolant. On fait les travaux annexes nécessaires. Donc, par exemple, si on veut mettre des fenêtres de toit, donc c'est ce que on appelle dans le langage courant des Velux, mais c'est le nom d'une marque. Si on veut faire passer des conduits de ventilation, des conduits de cheminée ou des câbles électriques, tout ça on fait avant d'isoler. Et alors, un élément qui est très important pour l'isolation par l'intérieur, c'est de vérifier la sous-toiture. Donc, s'il n'y a pas de sous-toiture, comme l'exemple ici en haut à droite, il faut en mettre une. Et donc, pour ça, on doit enlever les tuiles et le latage pour pouvoir mettre la sous-toiture sur les chevrons. Si la toiture est en bon état, comme sur la photo ici en dessous, super, on peut venir appliquer l'isolant dans l'épaisseur de la structure. Et si par contre, il y a une sous-toiture, mais qu'elle est étanche à la vapeur d'eau, on recommande vivement de la remplacer. Donc, souvent, si la toiture est déjà isolée, on constate qu'elle est isolée dans l'épaisseur des chevrons. Mais comme je vous ai dit au début, les chevrons ne font au maximum que 9 cm d'épaisseur. Et donc, avec un isolant de 9 ou 8 cm d'épaisseur, on n'atteint pas l'exigence thermique d'un R de 4. Donc, on va poser l'isolant en deux couches. On va avoir une première couche dans l'épaisseur des chevrons. Et alors là où j'insiste, c'est que cette première couche doit être un isolant souple ou semi-rigide parce que les chevrons pardon, sont des éléments en bois qui ne sont pas spécialement rabotés et qui ne sont pas non plus parallèles, enfin, ou parfaitement parallèles. Et donc, il est important, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y ait ni lame d'air ni poche d'air. Et donc, il faut vraiment avoir des matelas qu'on va venir coincer entre les chevrons. Et donc, les personnes qui mettent ça en œuvre, d'ailleurs, découpent les matelas un peu plus grands pour vraiment venir bien les coincer entre les chevrons et qu'il n'y ait absolument pas de poche d'air. Par contre, la deuxième couche, elle peut soit se faire par une couche d'isolant rigide qu'on vient donc appliquer et fixer sur les chevrons par l'intérieur, ou bien on va avoir une deuxième couche d'isolant souple ou semi-rigide. C'est ce qu'on fait le plus souvent.
Alors, je vous montre ici quelques exemples de comment on peut fixer la deuxième couche, mais voilà, chaque entrepreneur peut faire des propositions ou l'architecte. Donc, on a une première couche, on le voit ici sur l'image, où on place l'isolant entre les chevrons. Et ensuite, il faut créer une structure secondaire pour pouvoir fixer la deuxième couche. Alors ici, on a un exemple où on a des voliges, donc ce sont des éléments en bois qu'on vient fixer contre les chevrons existants, donc pour les rendre plus profonds. Ici en dessous, on a un exemple où ce sont des poutrelles en forme de T qu'on vient appliquer aussi, enfin fixer aussi contre les chevrons pour avoir une profondeur plus importante. On peut aussi mettre des voliges de manière perpendiculaire. Donc, on a une première couche posée verticalement, une deuxième couche posée horizontalement. Donc, on appelle ça une pose croisée. Ou bien, on peut avoir des voliges qui sont décalés par rapport au chevron. Et en fait, l'un et l'autre exemple ici, c'est pour éviter le pont thermique au niveau des chevrons. Et alors, certains fabricants proposent d'avoir un système de tiges de suspension. Donc ici, ce sont des petites tiges en plastique qu'on vient fixer sur les chevrons. On vient accrocher l'isolant dedans et puis il y a des rondelles qui tiennent tout ça ensemble. Et il y a aussi d'autres systèmes avec des attaches métalliques qui sont donc faites pour pouvoir mettre l'isolant, enfin une deuxième couche d'isolant. Voilà, ce sont quelques exemples pour vous donner une idée. Alors, quel type d'isolant choisir quand on isole par l'intérieur? Donc, comme je vous l'ai dit, il est important de mettre, en tout cas dans la première couche, des matelas souples ou semi-rigides. Et il y a vraiment toute une gamme de choix. Alors là, je vous en présente quelques-uns. Donc, ce qui est assez courant, c'est la laine de bois. On a de la laine de lin, de la laine de chanvre. On a depuis peu de la fibre d'herbe. Ça, c'est une entreprise belge qui met ça sur le marché. De la ouate de cellulose, donc ça c'est du papier recyclé, du textile recyclé, donc ça c'est fait à base de jeans, de la laine de mouton, alors ça on recommande pas tout à fait parce qu'il faut beaucoup d'eau pour préparer, enfin pour, oui, enfin comment dire, fabriquer cet isolant-là. Tout ça, ce sont des isolants biosourcés, donc ça veut dire qu'ils sont à base de fibres végétales ou animales et ont un faible impact environnemental. Donc c'est ce qu'on va recommander pour faire une rénovation durable. Et alors on a les traditionnels laine de verre, laine de roche. Et puis si pour la deuxième couche, on décide de mettre des panneaux rigides, là on vous propose soit de la fibre de bois, soit du liège expansé, soit encore de la laine de roche à haute densité. Ensuite, sous l'isolant, on va venir mettre le pare-vapeur. Alors, la pose du pare-vapeur, elle est donc sous forme de membrane et il est vraiment très, très important qu'elle soit bien mise en œuvre pour que l'ensemble soit étanche à l'air, que donc il n'y ait ni d'air chaud qui aille de l'intérieur vers l'extérieur, ni de l'air froid qui vienne de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc là, c'est le travail de l'entrepreneur de vraiment bien mettre ça en œuvre. Je vous présente ici quelques points d'attention juste pour que vous sachiez de quoi il s'agit et que peut-être vous puissiez contrôler vous-même votre chantier. Donc on vient mettre des laies donc des bandes de par vapeur. Les bandes doivent bien se recouvrir. On a une sorte d'autocollant qui va faire la jonction entre les deux bandes. On doit bien faire le raccord avec le mur latéral, donc soit avec une colle, soit avec une bande adhésive adéquate. On fait le raccord autour des fenêtres de toiture. Si on a des conduits ou des câbles qui passent au travers de la toiture, il existe des manchons spécialement prévus à cet effet. Et alors aussi en bas de toiture, on doit bien faire le raccord avec le petit mur ou avec le sol. Ensuite, on va mettre la finition intérieure, donc c'est soit sur un lattage en bois comme on voit à gauche, soit sur un lattage métallique comme on voit à droite. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas percer le pare-vapeur. Donc, si comme moi, vous avez des adolescents qui logent sous la toiture, vous leur demandez de ne pas épingler avec des profondes épingles leur poster de leur chanteur favori dans la partie inclinée, parce qu'il ne faut absolument pas percer ce pare-vapeur. Alors, on va voir quelques points d'attention donc pour éviter les ponts thermiques. Si on a une partie de mur vertical en dessous de sa toiture et qu'on n'a pas isolé ou qu'on ne va pas isoler la façade par l'extérieur, donc ça peut être le cas du côté rue par exemple, on peut envisager d'isoler la partie de mur
qui se trouve dans le volume. Je cherche ma souris, voilà. Ici, on a un exemple où on a fait une ossature bois et on a mis un isolant, ici dans ce cas-ci, c'est en laine de bois semi-rigide dans la structure. Ici en dessous, on a des blocs de chaux chanvre qu'on vient appliquer contre le mur en briques. Et on peut aussi avoir des panneaux d'isolation rigide qu'on vient fixer contre le mur en briques. Alors, ce qui est important, c'est que la membrane par vapeur va être continue et va donc venir aussi devant cette petite partie de mur. Donc, on le voit ici, ça ne doit pas être en un seul morceau, mais on doit bien faire les raccords. Et alors, pour éviter des problèmes de condensation dans le plancher, on va mettre une membrane par vapeur en dessous du complexe isolant. Ici, c'est un autre raccord. Donc ça, c'est le raccord avec le mur de façade. Donc si on décide d'isoler la façade par l'extérieur, il faut faire attention de bien avoir un raccord et donc une continuité de l'isolant entre l'isolant de la toiture inclinée et l'isolant de façade. Donc ici, vous voyez sur les schémas la situation de départ. Donc c'est une vue en coupe où on voit la toiture inclinée et la façade. Ici, on voit la façade la façade isolée, pardon, et la toiture isolée, mais à l'endroit de la corniche, on a un pont thermique. Donc, c'est un peu comme mettre un bonnet et mettre une veste. Si on n'a pas mis d'écharpe, on continue à avoir froid. Donc, il faut absolument assurer la continuité. Et donc, ce qu'on peut envisager, c'est, donc je le montre ici sur les photos. Donc, ici, vous avez un exemple on voit la structure de la toiture, le petit muret en dessous. Et ces éléments en bois que vous voyez ici, ce sont les blochets de corniche. Et donc, on va venir mettre de l'isolant entre ces blochets. Donc, on le voit sur la photo à droite. On va aussi être attentif au niveau des lucarnes. Donc, une lucarne, c'est un volume qui ressort d'une toiture inclinée, comme on a ici, donc souvent avec une fenêtre pour éclairer l'espace. Et donc, on va faire en sorte qu'il y ait une continuité entre l'isolant de la toiture inclinée et l'isolant de la toiture de la lucarne. Et on va aussi ne pas oublier d'isoler les joues des lucarnes. Donc, les joues, ce sont les parois ici sur le côté, donc les triangles qu'on a. Et donc, on va avoir les différentes couches, dont l'isolant. Si on a des fenêtres de toiture, on va aussi prévoir un cadre isolant sur le pourtour. Alors, la plupart des fabricants de fenêtres de toiture proposent des cadres isolants qui sont prévus pour leurs fenêtres. Mais s'il n'y en a pas ou si pour l'une ou l'autre raison, on ne met pas ça, on peut aussi, ici on est dans une toiture mansardée, on peut aussi prévoir un cadre en panneaux de fibres de bois. Et alors, encore un point d'attention important, c'est que si on a un conduit de cheminée, donc un conduit chaud, il faut prévoir un isolant qui est incombustible autour de ce conduit. Donc, par exemple, en laine de roche. Alors là, je vous présente une alternative au fait de mettre des panneaux souples ou semi-rigides dans la toiture. On peut aussi isoler la toiture par l'intérieur en insufflant de l'isolant en vrac. Donc ça se fait beaucoup avec de la cellulose ou bien de la fibre de bois. Et donc là, le principe, c'est qu'on va créer des caissons d'une certaine profondeur, donc la profondeur d'isolation souhaitée. On va venir mettre le pare-vapeur et dans ce pare-vapeur, donc à l'endroit de chaque caisson, on va créer un trou et l'entrepreneur qui est spécialisé dans cette manière d'isoler va insuffler dans ce cas-ci, c'est de la cellulose, donc des petits bouts de papier en vrac. Et alors après, chaque trou va être rebouché avec un autocollant adéquat. Voilà, je ne m'attarde pas plus longtemps sur cette alternative. J'espère que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours réveillés. Alors là, je vais vous présenter maintenant l'isolation par l'extérieur et donc j'aborde la même chose, la mise en œuvre, des points d'attention et des alternatives. Donc la toiture isolée par l'extérieur, elle est composée donc, de la structure de la toiture. Sur la structure, on va avoir un platelage, je vais y revenir après. On va ensuite mettre le pare-vapeur, donc il va se trouver du côté intérieur de l'isolant. Donc il ne doit pas être à l'intérieur de la pièce, mais du côté intérieur de l'isolant. On a les panneaux d'isolation qui ici seront rigides, la sous-toiture, le contre-latage, le latage et la couverture de toiture. Ici un exemple avec des tuiles. Alors, l'avantage d'isoler par l'extérieur, c'est que si
Côté intérieur, tout est déjà fini. Par exemple, on a déjà des chambres aménagées. On peut laisser la finition intérieure et tous les travaux vont se faire par l'extérieur. Donc, ça peut aussi avoir comme avantage que les ouvriers ne rentrent pas dans la maison et qu'ils travaillent uniquement par l'extérieur. Il n'y a pas de perte de volume intérieur. Donc, pour des petits espaces, ça peut être intéressant. Et alors aussi, on évite pas mal de ponts thermiques et on facilite certains raccords. Par contre, en termes d'inconvénients, comme on isole par l'extérieur et qu'on doit mettre l'isolant sur la structure, il faut démonter la couverture et le lattage existant. Ça implique un prix plus élevé. Il y a une modification de l'aspect architectural, ne fût-ce que parce qu'on remonte la toiture, donc on augmente le volume. On doit souvent adapter les corniches ou les gouttières, donc ce qui récolte l'eau de pluie, et on doit être attentif au raccord avec les voisins. Dans certains cas, il faut demander un permis d'urbanisme. Et alors, si on n'a que des panneaux rigides, on n'a pas les meilleures performances acoustiques qui soient. Mais ça peut se corriger, je vais y revenir plus tard. Donc, au niveau de la mise en œuvre, donc les travaux préparatoires sont relativement semblables, si ce n'est que donc, dans ce cas-ci, on va d'office démonter la couverture, les lattes et les contre-lattes éventuelles, et s'il y a une sous-toiture. Si on adapte les gouttières, on va démonter les gouttières, on vérifie la stabilité. Mais alors, dans la stabilité, ce qui est important, c'est qu'il faut vérifier je cherche ma souris, il faut vérifier la largeur des chevrons, donc ces petites poutres secondaires et verticales, parce qu'elles doivent avoir une largeur de minimum 5 cm pour qu'on puisse fixer les panneaux d'isolant dedans. Mais donc, il y a toujours moyen de renforcer les chevrons ou de les élargir ou des choses comme ça. On va traiter le bois si nécessaire, on va faire tous les travaux annexes, ça je l'ai déjà expliqué. Et dans certains cas, on va à ce moment-là faire le débordement de toiture. J'y reviendrai plus tard quand on parlera de l'isolation de façade. Et alors, on peut envisager de mettre un platelage. Alors, un platelage, c'est soit sous forme de latte en bois, soit sous forme de panneaux de bois qu'on va venir fixer sur la structure de la toiture. Donc, on voit un exemple ici avec monsieur sur la toiture. Et donc, en fait, ça, c'est pour permettre d'avoir une surface propre, une surface plane, et donc pour faciliter la mise en œuvre de toutes les couches qui vont venir après, et donc faciliter le chantier. Sur ce platelage ou directement sur les chevrons, on va venir mettre le pare-vapeur. Alors souvent, on place un pare-vapeur qui est spécialement conçu pour les toitures isolées par l'extérieur parce que le temps du chantier, il va servir de pare-pluie. Et donc, de nouveau, on fait bien attention au raccord, donc la superposition des bandes, la bande adhésive qui va aller sur les joints. Quand on a des buses ou des câbles, on va mettre les manchons adéquats, etc., etc. Alors, on peut aussi avoir, donc, je l'avais déjà dit, un pare-vapeur sous forme de panneau. Alors ça peut avoir l'avantage que ça sert également de platelage. Donc, on a deux en un. Et alors, je voulais vous faire une remarque bien particulière, c'est qu'il est vraiment recommandé de toujours mettre un pare-vapeur. Donc, vous pourriez être confronté comme on l'est souvent à des entrepreneurs qui disent oui, mais ce n'est pas nécessaire parce que les panneaux d'isolation sont munis d'une membrane en aluminium et donc qui fait office de pare-vapeur. Alors c'est vrai, le panneau en lui-même fait office de pare-vapeur, mais le problème se situe à la jonction entre deux panneaux. Donc quand on assemble deux panneaux l'un à côté de l'autre, on sait assurer une étanchéité du côté extérieur, donc au-dessus, mais on ne sait pas assurer l'étanchéité en dessous. Donc, on recommande vraiment de toujours mettre un pare-vapeur et puis on met les panneaux d'isolation. Alors, quel type d'isolant on va choisir? Donc là, comme je l'ai déjà dit, ce seront des panneaux rigides et donc soit ils peuvent être en fibre de bois, donc ça c'est pour un choix écologique, soit en laine de roche à haute densité, donc ça veut dire qu'ils sont rigides, soit en polyuréthane ou en polyisocyanurate. Alors, ces panneaux, en fonction de l'épaisseur, se placent en une seule couche, donc comme on voit ici, et donc ils sont alors rainurés, languettés, pour bien s'emboîter les uns dans les autres, ou bien on peut prévoir, comme on le voit ici en haut, en deux couches, et donc en fait la deuxième couche va recouvrir les joints de la première couche. Ensuite, on va placer la sous-toiture et après la couverture. Alors, la sous-toiture, comme je vous l'ai déjà dit, elle peut être soit sous forme de membrane souple, soit sous forme de panneau rigide.
Et il existe sur le marché des panneaux d'isolation où la sous-toiture est déjà intégrée. Donc ici, on a un exemple de panneau d'isolant en polyisocyanurate avec une sous-toiture souple qui est intégrée. Et ici, on a le même type de panneau d'isolant, mais avec une sous-toiture rigide en fibre de bois. Donc là aussi, la sous-toiture, on doit être très attentif à bien la placer parce qu'il ne peut pas y avoir de fuite, je dirais, pour que l'eau de pluie ne passe pas au travers. Donc de nouveau, une bande adhésive à la jonction des différents lais, une pièce spéciale pour la faîtière, le raccord autour des fenêtres de toiture et les manchons autour des buses et des câbles. Et puis sur la photo ici, vous voyez les différentes étapes. Donc on a ici une sous-toiture rigide en fibre de bois, et puis on a un contre-latage vertical qui permet à l'éventuelle eau de pluie qui passerait en dessous des tuiles de s'écouler vers la corniche ou la gouttière. On a le latage et on accroche la couverture de toiture sur le latage. Les points d'attention. Donc, il y a le raccord avec la corniche ou la gouttière. Donc, ceci, c'est une gouttière. Une corniche, c'est un élément, c'est en fait un bac en bois dans lequel on va avoir une étanchéité à l'intérieur. Alors, l'idéal, quand on a une gouttière, c'est de déplacer la gouttière. Donc, on peut donc faire une adaptation au niveau de la toiture pour que la gouttière se trouve vraiment juste en dessous de l'écoulement des eaux qui passerait en dessous des tuiles. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ce qui est important, et on le voit sur la photo ici, c'est que la sous-toiture aille bien dans la corniche ou la gouttière. Parce que donc l'eau de pluie qui va couler ici doit bien être réceptionnée par la corniche ou la gouttière. Et ici, je vous montre un exemple. C'est un ensemble de maisons identiques et donc probablement que la commune n'a pas autorisé que la gouttière soit déplacée et donc remontée. Et donc là, l'entrepreneur a dû trouver une solution pour faire le raccord entre la toiture rehaussée et la gouttière. Un autre point d'attention, c'est donc quand on isole le mur de façade. Donc, ça, je l'ai déjà dit, il est vraiment important qu'il y ait une continuité entre l'isolant, oups, pardon, je clique, donc entre l'isolant de la toiture inclinée et l'isolant de la façade, donc dans ce cas-ci, isolé par l'extérieur. Et donc, vous voyez ici que c'est un exemple où on adapte alors aussi la gouttière pour bien permettre d'avoir ce raccord. Et donc, quand je parlais dans les travaux préparatoires de prévoir un débordement de toiture, ça veut dire qu'on doit aussi ici prévoir que la toiture déborde suffisamment le mur de façade pour qu'on puisse isoler la façade, que ce soit simultanément ou qu'on isole la façade ultérieurement. Donc, la même chose, si on a une corniche, eh bien, on va isoler entre les blochets de corniche donc pour faire ce raccord. Et si on a une gouttière, ben donc c'est un exemple ici de ce que je viens de vous expliquer. Donc, on va faire déborder la toiture et on va placer la gouttière au bon endroit. Ensuite, on a le raccord avec la rive ou avec le mur pignon. Donc, la rive, c'est tout le bord ici de la toiture. Donc, ça, c'est dans le cas où on a une toiture qui est plus haute que le voisin. Alors, ce qui est le plus courant, c'est qu'on va mettre ce qu'on appelle une planche de rive. Donc, c'est une planche en bois qui va venir suivre l'inclinaison de la toiture. Et puis, on aura une tuile de rive qui viendra par au-dessus. Mais donc, il existe sur le marché, par exemple, des tuiles de rive en terre cuite qui sont beaucoup plus larges et donc qui permettent de rattraper l'épaisseur de l'isolant. Ou on peut, comme ici, mettre une rive en aluminium. Oups, attendez. Oups. Excusez-moi, il y a des choses qui apparaissent. Voilà. On peut aussi avoir une rive en ardoise. Enfin bon, voilà, ça peut être fait de différentes manières. Et ici, ce qui est important, donc le mur pignon, c'est le mur latéral. Donc ça, dans le cas, comme on voit sur la photo centrale ici, où on a une toiture qui est plus haute qu'une autre toiture. Donc l'idéal, c'est de pouvoir l'isoler. Et donc là aussi, on va faire en sorte que l'isolant de toiture soit continu avec l'isolant de la façade. Comme je l'ai déjà dit, le raccord avec la lucarne. Alors, c'est plus facile à faire quand on isole la toiture par l'extérieur, mais donc il faut être attentif à ça. Oh, décidément. Hop. Le raccord avec la fenêtre de toit, donc ça, c'est la même chose que je vous ai déjà expliqué. Et pour le conduit de cheminée, c'est la même chose. Alors, je vais vous présenter quelques alternatives.
Ici, on a donc une toiture qui est isolée par l'extérieur, donc les 2 couches d'isolant jaune clair que vous voyez, donc ça c'est les panneaux rigides, mais on pourrait envisager d'aussi rajouter une couche d'isolant souple ou semi-rigide dans l'épaisseur des chevrons. Et ça peut être fait soit parce qu'on ne peut pas rehausser la toiture de manière trop importante, soit parce qu'on veut améliorer, les performances acoustiques de la toiture. Donc le fait de mettre un isolant souple améliore les performances acoustiques. Ou soit que, l'isolant entre chevrons existe déjà. Ça peut aussi être une possibilité. Alors on peut aussi isoler la toiture par l'extérieur avec de l'isolant souple ou semi-rigide et donc pas des panneaux rigides. Mais donc pour ça, il faut créer une structure alternative côté extérieur et puis on vient mettre, les matelas. On peut aussi insuffler par l'extérieur. Donc là aussi, on va créer des caissons qui ont l'épaisseur voulue et puis on vient mettre la sous-toiture et au travers de la sous-toiture, dans chaque caisson, on vient insuffler l'isolant en vrac. Et alors ça, c'est moins courant, en ville, mais ça peut se faire. Donc si par exemple, on doit vraiment refaire la charpente ou qu'on doit remplacer tous les chevrons, on peut imaginer des panneaux d'isolation qui sont autoportants. Donc ce sont des panneaux sandwich où on peut avoir une finition intérieure qui est faite avec l'isolant dedans et souvent ces panneaux donc sont faits sur mesure et ils ont toute la longueur du versant de toiture. Voilà, on va passer maintenant au 4e chapitre. J'espère que vous êtes, toujours vivants et toujours là. Donc je vais aborder assez brièvement, quelques thématiques qui sont liées à l'isolation d'une toiture inclinée. La ventilation, ça c'est un élément qui est vraiment très, très important. Donc quand on isole convenablement son bâtiment, que ce soit la toiture ou que ce soit, les murs ou le sol, il faut absolument soigner l'étanchéité à l'air pour qu'il y ait pas de fuite, mais s'accompagne, de ça une nécessité absolue d'avoir une bonne ventilation. Alors, je l'explique souvent comme ça. Si comme moi, vous roulez à vélo par ces temps-ci, vous allez mettre une bonne veste bien chaude, ça c'est l'isolation. Vous allez bien fermer la tirette, ça c'est l'étanchéité à l'air. Et puis on commence à rouler à vélo, on commence à faire un effort. Donc c'est comme dans une maison où on respire, où on bouge, on fait certains efforts aussi. Et puis pendant que je suis en train de transpirer, là, je vais avoir de l'eau qui va couler à l'intérieur de ma veste. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir ma veste pour un peu ventiler mon corps. C'est la même chose avec la maison. Donc si on isole et qu'on étanchéifie à l'air, il faut absolument qu'on ventile sa maison pour avoir un air intérieur sain. Alors, je ne rentre pas plus dans le détail de la ventilation. On a une brochure qui traite de cette question et qui explique comment on peut faire. Au niveau acoustique, j'en ai déjà touché un petit mot. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un isolant thermique n'est pas un isolant acoustique, pas d'office, et que uniquement les isolants souples et semi-rigides sont des bons absorbants acoustiques. Donc, il est intéressant quand on isole par l'extérieur de rajouter une couche d'isolant souple dans l'épaisseur des chevrons. Et quand on isole par l'intérieur, ben ça va il y a d'office une couche d'isolant souple. Mais donc, pour améliorer l'acoustique, on doit avoir cet isolant souple, mais on doit aussi avoir une finition intérieure qui est lourde. Ça veut dire qu'on doit avoir, par exemple, 2 plaques de plâtre ou 2 plaques d'OSB. Et il faut aussi que cette finition soit désolidarisée de la structure. Et donc ça va se faire avec des cavaliers antivibratiles donc pour accrocher les panneaux à la structure. Et on va aussi avoir une bande de désolidarisation sur tout le pourtour. En termes de surchauffe, donc ça c'est une question qui vient de plus en plus, surtout avec l'été qu'on vient de passer. Donc on va diminuer le risque de surchauffe si on suit ces quelques petits conseils. Donc quand on a des fenêtres de toiture ou des lucarnes, on va protéger le vitrage côté extérieur, donc avec un pare-soleil ou avec des volets. On va essayer d'avoir une ventilation intensive la nuit, donc pour refroidir le bâtiment. On va faire en sorte qu'on ait des matériaux lourds avec une inertie élevée à l'intérieur, mais donc si on a déjà 2 murs mitoyens et éventuellement un sol en béton, c'est déjà le cas. On va limiter tout ce qui est gain d'énergie interne, donc ce sont les ordinateurs, les lampes et ce genre de choses.
On va faire en sorte d'avoir une résistance thermique de l'isolant qui soit élevée et on va aussi choisir ou préférer un isolant avec une inertie élevée. C'est par exemple de la laine de bois. Alors, un petit mot sur les copropriétés, parce que ça, on a souvent la question qui se pose quand on a des bâtiments qui ressemblent à la photo qu'on a là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder dans son acte de base ce qui est stipulé. Donc, dans l'acte de base, il y a la description de toutes les parties privatives et les parties communes. Et donc, on peut voir si la toiture fait partie des communs ou pas. S'il n'y a rien qui est spécifié, la loi stipule que l'enveloppe du bâtiment incombe à la copropriété. Et l'enveloppe du bâtiment, c'est tout ce qui permet que l'eau de pluie ne rentre pas dans le bâtiment. Je résume un peu. Donc, ça va être dans le cas de la toiture, la couverture et la sous-toiture. Mais nous, chez HomeGrade, on considère que l'isolation fait aussi partie de l'enveloppe du bâtiment. Donc, on encourage vraiment les copropriétés à payer donc, tous ensemble l'isolation de la toiture. Et d'ailleurs, depuis cette année, avec la nouvelle prime, quand on isole la toiture en copropriété, c'est la copropriété qui doit faire la demande. Et alors, ces travaux se décident en assemblée générale et il faut la majorité des 2/3 des copropriétaires présents ou représentés. Et alors, je vais terminer par les aides financières. Donc, la région de Bruxelles-Capitale propose 2 aides financières. D'une part, la prime Rénolution, qui est donc de l'argent donné par la région, et d'autre part, un crédit qui s'appelle Ecoréno, et qui est donc un crédit à taux avantageux pour certaines personnes. Je vais l'expliquer après. Donc, simplement 2-3 éléments par rapport à la prime. Donc, il faut que le bâtiment ait plus de 10 ans. Et la prime est déterminée en fonction de sa catégorie de revenus et il y a 3 catégories de revenus. Les copropriétés sont dans la catégorie 2. Il y a pour chaque demande, il y a une prime minimum de 250 € et une prime maximum de 50 000 € par logement et 200 000 € pour une copropriété. Le montant de la prime sera toujours de maximum 90% des coûts éligibles qui sont facturés par l'entrepreneur. Les travaux doivent être faits par un entrepreneur qui a un numéro de TVA. Et donc, ça veut dire que si on fait les travaux soi-même, donc dans le cas d'une isolation de toiture par l'intérieur, ben là, il n'y a pas de prime. Et alors, la demande de prime se fait après les travaux. Et elle se fait en ligne. Et à partir du moment où on a la facture de solde, on a 12 mois pour introduire sa prime. Alors, dans le cas de l'isolation de toiture, je vous ai mis ici un tableau avec toutes les primes qu'on peut demander. Donc, il y a la prime pour des travaux à la structure de la toiture, pour la couverture de la toiture, mais donc cette prime-là n'est octroyée que si on isole la toiture en même temps. La prime pour l'isolation, tout ce qui est accessoire de toiture. Donc, c'est si on met des fenêtres de toiture, des lucarnes, si on modifie les gouttières, les descentes d'eau pluviale et ce genre de choses. Si on doit traiter le bois de charpente, ça entre en ligne de compte aussi. S'il faut installer un échafaudage pour faire les travaux de toiture, ça entre en ligne de compte aussi. Et si vous faites appel à un architecte ou à un ingénieur, vous pouvez avoir une prime aussi. Alors ici, je vais passer assez vite sur le tableau, mais donc tout le monde n'a pas droit à toutes les primes, mais pour l'isolation et la couverture de toiture, tout le monde y a droit. Et en fonction de votre catégorie de revenus, la prime sera plus ou moins élevée. Et alors, ce qui est important de savoir pour la couverture et pour l'isolation, c'est que si vous choisissez des matériaux naturels ou biosourcés, il y a un bonus. Et alors, le crédit Éco-Réno, donc ça, c'est octroyé par le Fonds du logement. Il y a soit un crédit hypothécaire, soit un crédit à la consommation. Ici, je vous mets quelques explications sur le crédit à la consommation. Pour l'instant, ce n'est que pour le propriétaire occupant ou futur propriétaire occupant ou un locataire, mais dans l'avenir, il devrait y avoir un prêt accessible pour les copropriétés, les multipropriétaires et les propriétaires bailleurs. Le prêt est à 0% ou à 1% pardon, en fonction des revenus du ménage et il y a un plafond de revenus. Le prêt est de minimum 1 500 € et maximum 25 000 € et on rembourse sur maximum 10 ans et avant que le plus jeune emprunteur ait 70 ans. Et a priori, c'est pour tout type de travaux. Voilà, j'arrive à la fin. Je termine par une petite conclusion. Donc, si vous vous êtes endormi pendant toute la présentation, ben, c'est le moment de se réveiller et il faut juste retenir ce que je vais vous montrer maintenant.
Donc, il y a deux manières d'isoler une toiture inclinée. Soit on l'isole par l'intérieur, soit on l'isole par l'extérieur. Il y a trois éléments indispensables, la sous-toiture, l'isolant thermique et le pare-vapeur. Il faut bien choisir son isolant, de préférence biosourcé. Il faut vraiment soigner la mise en œuvre du pare-vapeur pour que ce soit bien étanche à l'air. Il faut faire attention à tous les raccords et les percements. Et je termine en vous disant que nous avons une brochure, donc dans les deux langues, sur la toiture inclinée. Vous pouvez retrouver toute une série d'informations que je viens de dire. Et alors, avant de passer la parole à mon collègue Charles, donc on va passer aux questions-réponses. J'ai probablement parlé plus que le temps qui m'était imparti, mais donc si jamais on n'a pas l'occasion de répondre à votre question, soit parce que le temps sera écoulé, soit parce que votre question demande un peu plus de réflexion, vous pouvez remplir le formulaire de contact sur notre site internet homegrid.brussels sous l'onglet Contact, et alors bien mettre en sujet qu'il s'agit de la conférence de toiture et vous me l'adressez, donc pour Anne Costa, et alors je prendrai le temps de vous répondre. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Félicitations, waouh, merci Anne pour ce bel exposé qui nous permet de mieux comprendre tout de l'intérêt de l'isolation de la toiture et les points sur lesquels nous devons être particulièrement attentifs. Je suis sûr que ta présentation aura fini par convaincre ceux qui hésitaient encore à isoler leur toit ou qui se posaient beaucoup de questions sur ce sujet. Nous allons tout de même passer à la session de questions-réponses car il y a quelques réponses qui n'ont pas encore, qui sont encore attendues par nos auditeurs. Alors, question numéro 1, on entend souvent parler de l'importance d'utiliser des isolants avec un déphasage thermique important pour isoler une paroi inclinée, afin de bénéficier de plus de confort en été. Or, une étude du CSTC, qui a d'ailleurs changé de nom et qui s'appelle maintenant WISE Bruxelles, BeWise, semble indiquer que ce déphasage aurait très peu d'effet. Ce serait plutôt le niveau d'isolation ainsi que la présence de protection solaire au niveau des fenêtres de toit qui aurait le plus d'importance. Je n'ai pas accès à cette étude. Est-ce que tu en sais un peu plus, Anne, et quelle est ton opinion sur le sujet? Micro à réallumer. Voilà, Ouais. voilà. Donc, effectivement, on a aussi eu connaissance de cette étude il n'y a pas si longtemps. Et pour être tout à fait honnête, je préférerais qu'on pose la question à nos collègues qui sont plus spécialisés sur la surchauffe. Mais donc, si vous pouvez nous renvoyer votre question dans le formulaire de demande et je le transférerai à mes collègues, sauf si toi, Charles, tu sais répondre. Non, Mais voilà, je pense qu'il y a des collègues qui seront un poil plus au précis. fait. Oui. Exactement. Maintenant, il y a eu pas mal de questions sur les permis. Je vois que notre collègue Florence a rassemblé les questions, c'est bien. Donc, faut-il toujours un permis pour une isolation par l'extérieur et le remplacement de la couverture? Alors, il n'y a pas de réponse claire. C'est-à-dire que, avant, le fait qu'on isolait par l'extérieur, on modifiait le volume du bâtiment et donc c'était d'office soumis à permis et en fonction des communes avec ou sans architecte. Maintenant, depuis le nouvel arrêté de minime importance, la règle est assouplie, mais elle ne dit pas qu'on est dispensé de permis. Et en fait, ce que nous, on vous conseille, c'est de contacter votre commune et votre commune, en fonction de votre situation bien précise, vous dira si s'il faut un permis ou pas. Parce que par exemple, parce que ce sera vraiment au cas par cas, si votre toiture, si vos deux voisins sont plus hauts que vous, il y a de fortes chances pour que la commune dise il ne faut pas de permis. Si par contre vous êtes plus haut que vos deux voisins ou qu'un des deux voisins, là probablement qu'ils vous demanderont un permis. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas. Et alors aussi, c'est dispensé de permis si on ne déroge pas à d'autres règlements, mais donc c'est toujours bien de voir avec la commune s'il y a une dérogation éventuelle. Merci. Effectivement, les trois questions sont répondues via ta réponse. Merci Anne. Question 6. Les poutrelles en T dont tu nous as parlé pour glisser l'isolant, sont-elles suffisantes pour recevoir des panneaux de plafonnage type Fermacell? Bah, donc il faut s'assurer que comment dire, la petite partie perpendiculaire du T soit suffisamment épaisse et suffisamment large pour pouvoir fixer les panneaux.
Mais donc, a priori, il n'y a pas A de priori, raison que ils ont ce ne été soit conçus pas. pour, hein. Oui. A priori, ça a été conçu pour. Y a-t-il des points d'attention particuliers quand on prévoit une licarne ou un chien assis? Alors, j'ai vu que tu en as un peu parlé dans ton exposé, avec une belle découpe. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter que ce que tu as dit pendant ton exposé? Mais donc, si c'est vraiment sur l'isolation de la lucarne, bah, ça, c'est difficile à dire parce que si on parle d'une lucarne avec un toit plat, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'isolation de la toiture plate, mais donc on a une brochure qui explique ça si jamais vous avez besoin d'infos. Mais donc les points d'attention importants, c'est d'avoir un raccord entre la partie toiture inclinée et la toiture de la lucarne, quelle que soit sa forme, et aussi un raccord avec les joues latérales de la lucarne. Et donc, à un moment donné, j'expliquais que quand on isole par l'extérieur, c'est plus simple parce que ça veut dire que là, tous les isolants vont être côté extérieur et donc on va vraiment pouvoir emballer la toiture et la lucarne avec de l'isolant. Et bien Les conserver raccords, la... ouais, les raccords sont plus difficiles quand on isole de l'intérieur, mais c'est pas impossible. Ok, Vas-y, tu peux compléter. merci. Non, non, Ah, c'était bien. Tu as une bonne continuité quand on travaille par l'extérieur, on a une meilleure continuité de l'isolant, puisqu'effectivement, on peut les mettre en contact directement avant de les couvrir. Alors, comment isoler contre... On parle d'isoler du froid, mais aussi des canicules. Quels sont les matériaux qui répondent le mieux à cette problématique oui, mais ça rejoint la question sur du la déphasage? surchauffe. Et donc ça aussi, je vous propose de nous envoyer la question dans le formulaire pour que nos collègues qui s'occupent de la surchauffe puissent vous répondre beaucoup plus précisément. Alors, je connais une société qui propose de fixer des bandes de sous-toiture entre les chevrons, et dans le cas des toitures sans sous-toiture, avant de venir projeter de la mousse PU à cellules ouvertes. Heu, que Oula. pensez-vous de cette solution? Donc en fait, j'imagine que, en fait, ils viennent fixer entre les chevrons, une espèce de sous-toiture. Après, ils projettent de la mousse PU pour pas que ça aille se mettre entre les tuiles, mais c'est pas tout à fait une bonne solution, semblerait-il, puisque du coup, on a le risque d'avoir de l'eau qui s'infiltre sous les tuiles et qui viendrait se glisser sur les chevrons et donc pas du tout trouver son évacuation. Tu complètes? J'imagine, Oui, Anne? ça me paraît un peu bizarre comme manière de faire. En tout cas, ça répond pas clairement aux recommandations du CSTC en termes d'isolation. Donc, s'ils ont un agrément, cette société, demandez-leur. Mais en termes de problématiques face à l'étanchéité à l'eau, je pense que on risque d'être face à un problème avec ce type de solution. Question 10. Les primes pour isolation des toitures sont-elles accordées pour les murs latéraux éventuels des bâtiments en copropriété? Alors, c'est pas une prime d'isolation pour les toitures, donc c'est une prime d'isolation pour les murs. Ce que vous appelez les murs latéraux sont certainement ce qu'on appelle les murs pignons. Et bien évidemment, il existe des primes pour l'isolation des murs pignons, avec des performances qui dépendent de si on fait une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. Et dans le cas d'une copropriété, on serait en catégorie 2 au niveau de la prime. Par contre, il est possible qu'un permis soit nécessaire si ce mur pignon est visible depuis la rue. Donc là aussi, contactez votre commune pour demander si l'isolation de ce mur pignon nécessite un permis. Et dans tous les cas, il faudra l'accord du voisin, puisque vous allez vous mettre au-dessus de sa parcelle privative et il existe des conventions d'empiètement qui permettent d'accéder en fait à cette surface qui nous appartient pas, et avec l'autorisation du voisin. Tu complètes si Oui, s'il non, manque quelque chose. c'est un résumé. Mais donc, la personne qui pose cette question, s'il y a des questions très précises, ça, vous pouvez aussi m'envoyer votre question. Je peux vous donner des infos par écrit sur la procédure à faire quand on veut isoler son mur pignon. Mais ce n'est pas le sujet de la conférence, mais voilà, on peut vous répondre là-dessus aussi. Alors, il nous reste 5 minutes. Il y a 2 questions rapides sur les panneaux solaires. Alors, d'une manière générale, on conseille que la toiture soit en bon état et isolée avant d'installer des panneaux photovoltaïques. La durée de vie des panneaux photovoltaïques, c'est plus de 25 ans, donc s'il faut refaire la toiture entre-temps, c'est un petit peu dommage, de devoir les démonter pour les réinstaller. Heu, Au minimum, il faut que la toiture soit en bon état et qu'il y ait, une sous-toiture avant d'installer des panneaux photovoltaïques et après on peut éventuellement envisager l'isolation par l'intérieur. Heu et quid si les panneaux sont déjà posés? Bah, voilà, oui, il faut les démonter et les remonter si on veut travailler par l'extérieur, ce qui est, préférable dans la plupart des cas. Quid des isolants minces, style multicouche beaucoup utilisés en France? Anne, quel est ton avis sur la question? Ben, si on parle de
on peut dire une marque? Alutermo. par Voilà, exemple. on n'est pas vraiment favorable, c'est pas vraiment de l'isolant. Tu peux Voilà. compléter Charles, mais Non, mais ça répond pas en termes de performance R, on n'est jamais avec des bonnes performances. D'ailleurs, si vous regardez, vous les avez pas en termes de déphasage, en termes d'acoustique. C'est pas vraiment. On va dire que c'est plus un pare-vapeur amélioré avec un réflecteur que un véritable isolant. Il nous reste 2 minutes et je crois qu'on n'a plus que 2 questions, donc on va être bon dans le timing. Question copro. Vous dites que la copropriété doit voter à la majorité des 2 tiers pour isoler la façade, mais comment cela se passera-t-il avec le plan Nation Énergie-Climat, réduction énergétique? N'y aura-t-il pas d'obligation de le faire, même si les copropriétaires votent non ou ne sont pas tous d'accord? Je te bon, laisse répondre et je oui, mais complète. en fait, on n'est pas dans une, une conférence sur la copropriété, donc sauf si tu sais répondre, Charles, mais sinon, ça, je vous propose de nous poser la question par écrit et donc on la transmettra à l'équipe copropriété qui pourra vous répondre plus précisément, mais on ne rentre Ouais, pas je dans peux ce donner détail-là. Ouais. il reste plus que 2 questions, 2 minutes. Rapide élément de réponse. C'est une copropriété et donc vous pouvez décider de ne pas respecter la loi en copropriété en vous engageant ensuite au risque d'avoir pas suivi la loi. Mais c'est une décision de la copropriété. Donc malheureusement, euh, si la copro refuse d'installer de l'isolation, elle risque d'avoir des amendes. Et donc c'est ça qui peut rentrer dans la discussion. Mais obliger à l'heure actuelle les copropriétaires, c'est pas possible. Après, peut-être que on pourrait aller en justice de paix pour dire que tel ou tel copropriétaire refuse et que ça n'a pas de sens. Mais voilà, à l'heure actuelle, on n'est pas au courant d'obligations envers les copropriétaires, conformément au plan énergie-climat. Et dernière question, est-ce qu'un PEB est délivré pour tous les appartements au sein d'une copropriété? Alors je sais que ça répond, c'est encore très loin de la conférence. Très rapidement, un PEB est obligatoire par unité de logement. Donc oui, tous les appartements doivent en avoir un en cas de location ou de vente. C'est tout. Pour le moment, en 2025, ça sera obligatoire, mais à l'heure actuelle, si on fait une mise en location ou une vente, un certificat PEB est obligatoire pour l'appartement, mais pas pour tous ceux de l'immeuble, pour l'appartement mis en vente ou en location. Eh ben, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Anne, pour toutes tes explications Avec et les plaisir. réponses aux différentes questions. Merci aussi au traducteur, il est pile l'heure, ainsi qu'à toute l'équipe support, Ariette pour l'organisation des webinaires, Florence pour tout le travail derrière, sans qui nous ne pourrions vous proposer à vous ces webinaires. Merci à vous d'y avoir assisté. N'hésitez pas à consulter notre site internet régulièrement. Nous vous préparons un très beau programme pour 2023. Mais n'oubliez pas de compléter l'enquête de satisfaction, cela vous prendra que quelques minutes. Faites-nous des suggestions sur les points améliorés et les éventuels sujets que vous souhaitez que nous abordions dans nos prochains webinaires, forcément en lien avec le bâti bruxellois. Excellent après-midi à tous et à très bientôt.